La présentation de ce balado est rendue possible grâce à la collaboration d'Hydro-Québec dans les studios de Zoo à Montréal. Isabelle Hudon, on sait les différents postes que vous avez occupés, mais on ne sait pas qui vous êtes. On sait ce que vous faites, mais on ne sait pas qui vous êtes. C'est spécial. Est-ce que je pourrais dire que vous êtes la magnificence du cheminement atypique? Oui, atypique, de la détermination de vouloir toujours sortir de sa zone de confort pour performer. Moi, je dis à la blague, là, puis c'est pas du tout un commentaire religieux. Non, mais religieux. Mais je dis que je suis dans ma dernière vie, moi, et que je reviendrai plus sur Terre. Je pense que je suis venue quelques fois. Non. Oui. Mais je pense que je reviendrai plus. C'est fini, là, c'est assez. Bien, je sais pas si c'est assez, mais j'ai comme... C'est drôle, j'explique ça, là, puis encore une fois, ça n'a aucune connotation. C'est pas parce que vous croyez à la réincarnation, mais vous dites... C'est pas ça, mais je suis habitée de cette énergie de manquer aucune opportunité, puis quand il n'y en a pas assez, j'en crée. Opportunité, c'est un mot qui est dangereux. Oui? Parce que juste à côté, il y a opportunisme. Ça, c'est un peu plus négatif. Est-ce que c'est de l'opportunisme? Est-ce que c'est plutôt la facilité d'identifier par instinct où on est sur notre X ou pas? Oui, puis peut-être de découvrir de nouveaux X. Je le déclare, je ne suis pas opportuniste sur le côté négatif du mot. Mais... Vous savez déceler les opportunités. Oui, et les créer, je crois, des fois. On peut faire ça? Bien, moi, je crois beaucoup que quand on s'ouvre à l'univers, l'univers vient à nous. C'est ésotérique, quasiment? Ben oui. On commence solide, là. Mais... Ben oui, on commence solide. Troisième vie, dernière vie. Non, mais... l'énergie, tu envoies quelque chose dans le ciel et il te revient? Non, ben je suis pas vraiment comme ça. OK, c'est correct. C'est plus... Moi, j'y crois. J'y crois à l'état d'esprit, au mindset. On se met dans un état d'esprit, les choses viennent à nous. Mais je suis habitée de curiosité, je suis habitée de... Mais vous étiez pas comme ça. Non, petite fille. Non, j'étais... Ben, je sais pas. Réservée. Oui, un peu timide. Un peu timide, m'a-t-on dit. Oui. Puis, c'est ça qui faisait que vous étiez baveuse un peu? Avez-vous parlé à mon frère? Oh, je sais pas à qui j'ai parlé. J'entends des voix, moi. Qui vous a dit ça? Provocante, un peu. Écoute. Non? Bien, peut-être, oui. Insolente. Provocante. Je suis pas sûre insolente. Non? Peut-être. Ça, c'est peut-être mon père, Jean-Guy. Non, mais j'avoue que pour mes parents, j'ai pas été un enfant... Facile. Une adolescente et une jeune adulte facile. Suis-je maintenant plus docile? Non. Non. Plus facile? Peut-être pas. Peut-être. Mais j'étais une enfant, j'étais impatiente et je m'ennuyais. Moi, je me souviens... Alors, c'est de l'impétuosité, peut-être plus que de l'impatience. Peut-être, oui. Je n'essaie pas de faire de la psychologie à Saint-Saëns, mais ce que je dis, c'est que souvent, quand on est impatient, cette énergie que l'on voudrait manifester, on ne trouve pas la place, et c'est souvent les mauvais canaux qu'on utilise. Oui, probablement. Mais moi, ce que je me souviens de mon enfance et de mon adolescence, c'est un ennui continu. Ah oui, hein? Oui. C'est long, ça. Oui. L'adolescence est plus longue. Et que j'ai trouvé ça. Qu'est-ce qu'on fait pour compenser? Intéressant, comme... Qu'est-ce qu'on fait pour compenser? On se marginalise? On cherche à découvrir, je dirais. Et d'une façon indépendante, je l'ai fait seule. Je suis allée vers des chemins
moins conventionnelle. J'ai pas eu la patience des bancs d'école. Là, maintenant, je l'ai toujours dit, j'ai jamais caché, mais j'ai toujours fait attention, quand les enfants étaient plus jeunes, de pas trop faire la promotion du fait qu'on peut réussir... Sans aller à l'école? Sans trop aller à l'école. Je fais attention encore comment je le dangereux, dis, parce que le modèle peut devenir le chemin, alors que le résultat passe par bien d'autres voies. Exactement. Dangereuses et à risque. Mais en même temps, c'est important de dire que c'est possible si on veut. Mais souvent, il faut revenir sur la route. Exactement. Bien, tant mieux que vous parlez de la route, parce que je dis souvent que sans ces années-là, sur les bancs d'école, se présentent à nous des sorties qui ne sont pas nécessairement, ou des chemins qui ne sont pas nécessairement faciles à prendre. On pense que c'est des raccourcis parce qu'on a hâte, puis on veut arriver à quelque chose, mais le chemin peut être chaotique. Il peut être très chaotique. Et les premières années sur le marché du travail, sans le diplôme au mur ou sur son CV, on rame beaucoup plus. Bien, vous avez déjà ramé une shot parce que devenir ambassadrice, excusez, j'utilise le mot que vous avez imposé à l'Académie française. Oui. À grande... Est-ce que vous connaissez ce chapitre? Je connais un peu ce chapitre, mais il ne sera jamais aussi bien raconté que si c'est vous qui me le dites. Alors, j'arrive à Paris en 2017. Je connaissais... OK, excuse. On va court-circuiter un plan. 2017, je vous laisse aller, mais il y a beaucoup de chemin avant 2017. Ah oui, OK. Oui. Mais allez-y. Je vous raconte l'anecdote? Oui, allez-y. Nous avons une boîte de bonbons mélangés. OK. Donc, j'arrive à l'automne 2017 à Paris pour prendre mes fonctions d'ambassadrice. D'heure. Fonctions... Ouais, non. Attendez. Donc, j'arrive à Paris. L'un des premiers événements auxquels on m'invite, c'est la cérémonie de reconnaissance à l'Académie française. Moi, je connaissais de nom l'Académie française. Bien sûr, Dany Laferrière qui y est, mais j'avais jamais côtoyé les académiciens. Non, ni cet environnement. Alors, j'arrive à Paris, je suis dans ma première semaine, encore sur le décalage horaire, puis j'essaie encore de comprendre dans quelle fonction je suis. Qu'est-ce que c'est que ce job-là? Oui, parce que la diplomatie, c'était pas un plan de carrière pour moi. Enfin... On en parle tantôt. Parfait. J'arrive à l'Académie, dans un lieu feutré, mais où on sent l'histoire. Et une lourdeur. Il y a du velours, on est assise, je sais pas, peut-être on est 300-400. Et donc, et là, pendant 3 heures de temps, il y a des discours. Mais là, j'écoute la qualité du français. Et je sors de l'Académie française et j'appelle mes parents. Ma mère qui est un professeur toute sa carrière, mon père qui a été également professeur au début de sa carrière. Et je dis à ma mère, Coco, on la malmène. Maman, c'est Coco? Oui, Colombe. Je dis, Coco, on la malmène, notre langue. Parce que là, j'avais pris conscience de la richesse de la langue française. Bon, j'avais pas besoin d'aller à l'Académie française, mais quand même. Donc, je vous parle de l'Académie française parce que quelques semaines plus tard, lors d'une réception organisée par une Canadienne à Paris pour m'accueillir dans le cercle parisien. Bien sûr. Donc, un dimanche soir, au pied de la Tour Eiffel, je vais toujours m'en souvenir, l'appartement est situé au pied de la Tour Eiffel. On est à peu près 150 à cette réception. Et la réception est en mon honneur pour m'accueillir dans les cercles de diplomates et autres. J'ai à ma table, lors du dîner, à ma droite, le secrétaire perpétuel de l'Académie française. Oh, lui, il est dans perpétuité. Ah, mais c'est pas lui, c'est Madame Dancause. Oh! Le ou la? Le. Ah, je comprends, je sais jusqu'à ça s'en va, cette affaire-là. Le secrétaire perpétuel de l'Académie française. Mais c'est Madame Hélène Dancause, une grande écrivaine spécialiste de la Russie. Enfin, je vous propose de la lire parce qu'elle a quand même une plume extraordinaire. On s'entend. Et
un caractère extraordinaire. Donc, elle est... C'est quoi un caractère extraordinaire comparativement au vôtre, là? Parce que vous, il paraît que vous n'avez pas un très bon. Oh, il est bon, mon caractère! Ben, en tout cas, on va y revenir. Qui vous a parlé de mon caractère? Je sais pas, j'entends des voix. Non. Bon, enfin, Madame Dancause me dit... Madame Hudon, je vais d'emblée, avant de vous poser ma question, vous dire qu'à l'Académie française, l'une de nos valeurs est le respect. Donc, je veux que vous sachiez que peu importe quelle sera votre réponse, je respecterai votre réponse. Mais j'ai une curiosité. Quel titre avez-vous choisi lorsque vous avez pris vos fonctions? Je dis, Madame Dancause, j'y ai même pas pensé 2 secondes. Ambassadrice. Elle me dit, bon, ben, je respecte votre réponse. C'est mais pas ça, la réponse. Mais laissez-moi vous expliquer pourquoi, d'après l'Académie française, votre choix est inacceptable. Parfait. Moi, ce que j'adore, là, je suis jamais dérangée de ne pas être toujours en accord ou que vice-versa, les autres soient en accord avec moi, mais j'aime toujours comprendre la démarche intellectuelle derrière la réflexion. Alors, elle dit, laissez-moi vous expliquer. Dans la grammaire française, un titre est variable lorsqu'une fonction est invariable. Elle dit, par exemple, on peut être boulanger, boulangère. Oui. Boulanger, boulangère. Bien, comme ça, là. Quand ambassadeur, c'est une fonction, donc le titre de la fonction... Vous êtes ambassadeur. On est ambassadeur. Je suis là, Madame Dancause, ou bien je n'étais pas à ce cours de grammaire, ou bien j'écoutais pas, ou bien je l'ai appris puis je ne m'en souvenais plus. Mais vous m'apprenez quelque chose, puis je vous remercie. Elle dit, deuxièmement... Qu'est-ce que c'est qu'une ambassadrice? Deuxièmement, elle dit, les fonctions d'ambassadeur sont extrêmement exigeantes. Et l'ambassadeur a souvent besoin de son épouse pour l'appuyer dans ses fonctions. De là où, pour honorer le travail et la contribution de l'épouse... Dans l'ombre de l'épouse? On lui accorde le titre d'ambassadrice. Ah, bien, je suis là, Madame Dancause. Vous voyez Gilles, mon conjoint, qui est à l'autre table. C'est Monsieur l'ambassadrice. Monsieur Gilles a toujours été avec moi. J'étais présidente d'une compagnie avant. Il a toujours été à mes côtés. Il n'a jamais été président de cette entreprise-là. Deuxièmement, je vous l'accorde, c'est exigeant être diplomate, mais je suis capable de faire ça seule. Je n'ai pas besoin de mon conjoint pour mener à bon terme mes responsabilités. Mais si je suis votre logique, quel titre donnons-nous à Gilles? Monsieur l'ambassadrice? Fin du débat. Fin du débat. Alors... Mais vous avez raison. Il y a dans la tradition de la culture française un conservatisme un peu particulier et l'adaptabilité de la langue... Ça vieillit mal. Ça vieillit mal. En tout cas, pas rapidement. Ça se met pas au goût du jour rapidement. Puis là, j'ai dit, Madame Dancause, moi, je comprends qu'il y a 75 ans, ça faisait du sens, cette règle-là. Parce qu'on était ailleurs, dans d'autres mœurs. Bon. Mais on est obligé de s'adapter. Alors, quelques semaines, quelques mois après... Vous n'avez pas changé le dictionnaire pour autant, là. Non, mais quelques semaines après, je suis allée voir une de ses conférences. Elle disait qu'elle a pris le titre « Le secrétaire perpétuel » parce que sa mère décédée se serait retournée dans sa tombe savoir que sa fille n'était qu'une secrétaire. Donc, vous avez été tout à fait conforme avec qui vous êtes depuis le début. Tout à fait. Vous avez dit, comme l'adolescente aurait questionné papa et maman, vous avez questionné l'Académie française. Bien, moi, ça ne m'intimide pas, le titre d'une personne. J'ai du respect, mais je ne suis pas intimidée facilement. Avez-vous déjà eu ce genre de complexe ou de syndrome de l'imposteur? Parce que, honnêtement, là, on n'a pas fini son cours universitaire, on a fait des jobs, vous avez travaillé en relations publiques, dans la politique, on va y revenir également. Puis là, on est ambassadrice du Canada à Paris.
siège de Paris, à la France. Je regarde ça, puis je me dis, écoute, il me demanderait à peu près 4-5 capitales dans le monde, puis je ne pourrais peut-être pas répondre. Puis là, vous vous ramassez là. C'est quoi la job? Parce que je pense que ça a changé. L'ambassadeur, quand il y avait juste des bateaux, c'est lui qui transportait le message ou la vision d'un monde en relation avec l'autre. Mais là, avec Internet, paye sur le piton, c'est ça que je pense, Monsieur le Président, etc., ou Monsieur l'ambassadeur de là-bas. On fait quoi, là? On fait du salon, on fait du cocktail, le petit doigt en l'air, puis « Oh oui, ma chère! » C'est quoi la job? C'est dommage que ce soit que l'image des petits fours et du salon puis du cocktail qui reste à coller à la diplomatie, parce que il y a cette partie-là, effectivement, comme on a ces responsabilités-là quand on est en affaires également. Mais le rôle premier de la diplomatie, c'est de mettre en commun des projets, de mettre en commun des idées et surtout, et d'abord et avant tout, de mettre en commun des individus. Et là, moi, j'ai eu une tâche plutôt facile, installée à Paris, dans un pays très ami du Canada. Bon, quand on en C'est confortable. On n'est pas dans le conflit. Exactement. Alors, c'est continuellement des mises en relation, de créer des opportunités, de saisir des opportunités pour faire avancer son pays, mais également, puis dans le cas de la relation Canada-France, il y a aussi ce souhait de faire avancer le monde sur une voie de la démocratie, de la paix, du respect des droits humains. Des valeurs du pays que vous représentez. Oui, mais comme je vous disais, étant donné que les deux pays sont des pays amis et alignés, il y a cette couche de responsabilité. C'est plus facile, mais il y a également dans le rôle de la diplomatie, lorsqu'on est avec des pays amis, de jouer de l'influence, de l'amitié des deux pays pour faire avancer ces valeurs communes, la démocratie, le respect des droits humains. Mais il n'y a pas d'aspérité, il n'y a pas de conflit, tout va bien, ça roule, ça baigne dans l'huile, ça. Entre la France et le Canada, non? Oui, tout à fait, mais quand même, ensemble, on se donne, les deux pays, le rôle, le mandat, la responsabilité d'influencer sur d'autres pays également. Le téléphone sonne, là. Bonjour, c'est Justin. Bonjour, Isabelle, vous allez bien? Oui, très bien. Écoutez, mon gouvernement aurait l'intention, si vous l'acceptiez, que vous représentiez le Canada en France. Là, tu dis, surveille l'arbitre, y a-t-il quelqu'un qui me joue un tour? Non? Non. C'est le 23 juin 2017, 16h40. Le téléphone sonne et cette demande m'arrive. Et moi, très souvent... Est-ce que c'est M. Trudeau? Non. Non, parce qu'un premier ministre ne fait pas le travail, il ne peut pas se faire dire non. Exactement. Je le sais. Le premier ministre, il ne veut pas se faire dire non. La fois qu'il appelle, c'est quand... C'est parce que c'est oui. C'est que tu as dit oui 3 fois. Ah, bon, 3 fois. Donc, le téléphone sonne et très souvent, moi, je reçois des appels pour avoir des noms de femmes pour soit des conseils d'administration ou des postes d'influence. Et là, je me souviens, on était en train de faire nos bagages, on partait pour quelques semaines en vacances, et le téléphone sonne, puis j'entends cette invitation. Puis là, je doute pas que l'invitation vient à moi, là. Je vais revenir sur ce détail-là, mais... Et là, je dis... Est-ce que vous me demandez ça à moi ou vous voulez des noms de femmes? Pour une shortlist. Pour une shortlist. Et on dit non, on voudrait, le premier ministre aimerait que tu relèves le défi. À la seconde où vous savez que ça s'adresse à vous? Oui. Je le sais instinctivement que je vais dire oui, mais j'ai néanmoins pris quelques semaines, je vous dirais, pour y réfléchir. Ça, c'est presque diplomatique. Pourquoi? La demande est tellement importante, vous comprendrez, gens du cabinet du premier ministre, que
une question aussi sérieuse, je vais prendre un temps de réflexion, évidemment. Non, mais moi, j'ai dit, ben, j'ai quelques conversations que j'aimerais avoir. Alors, on me dit, ben, tu pourrais parler au ministre pour avoir la grande vision et tout. Je dis non. Moi, mon premier appel, je veux avoir une conversation avec le commissaire au conflit d'intérêts et le commissaire à l'éthique parce que je veux bien comprendre quelles seront les règles que je devrais... Oui, les limites. Puis les règles que je devrais respecter parce que avant de m'emballer sur le rôle... Le mandat, que tu peux détester jusqu'à après... quel point je suis mémenotté. Exactement. Et là, on me dit, ben, il me semble que c'est une drôle de première conversation. C'est à l'envers. Ben, je dis, moi, je veux connaître mes limites. Alors, j'ai eu une série de conversations avec des hauts fonctionnaires à Ottawa. Et ensuite, sur le tri, parce qu'il faut faire attention, on ne peut pas vraiment en parler à trop de monde parce que c'est quand même le privilège du premier ministre de l'annoncer puis de prendre la décision. Mais j'ai parlé à certaines personnes, pas nécessairement des amis, pas seulement des amis proches, mais des gens en qui... Au fait de leur jugement en rapport avec cette réalité-là. En qui j'avais énormément confiance et qui m'inspire. Quand on part, là, avec sa valise, là, qu'on s'en va là-bas, là, est-ce qu'on est le messager du Canada? Est-ce qu'il y a des secrets? Des secrets? Oui. Il y en a des secrets. Oui. Oui. Il y en a des secrets. Et oui, on arrive dans le pays qui nous accueille comme un messager et on demeure le messager, la messagère de son pays. Et de surcroît, dans une nomination politique, parce que c'est rare quand même au Canada que les ambassadeurs et les ambassadrices sont des nominations politiques. On a un système au Canada bien établi qui forme des diplomates de carrière. C'est le fun parce que c'est moins gênant. Vous m'ouvrez la porte, c'est une nomination politique. Ben oui, tout à fait. Carrément. Tout à fait. Comment ça? Mais une nomination politique avec un P majuscule, je m'explique, c'est que j'ai jamais œuvré au sein du Parti libéral du Canada. Je le sais, vous avez travaillé au cabinet de Brian Mulroney. Oui, j'étais j'étais une conservatrice en raison de mon père qui a été député conservateur. Oui. C'est sanguin, ça? C'est-tu co-sanguin? Oui, bien, c'est Jean-Guy, mon père, qui m'a donné l'amour de la chose publique. Puis il jouait dans le chandail des Bleus. Exactement. Donc, je suis une nomination politique avec un P majuscule, c'est-à-dire que je viens pas de la machine du gouvernement. Donc, j'ai pas pris, moi, la voie de diplomate de carrière, donc je suis une nomination politique. C'est rare au Canada. Aux États-Unis... Ça, c'est comme quelqu'un qui est acteur et qui n'a pas fait son école nationale de théâtre. C'est ça. C'est un peu ça. Ouais. Fait qu'es-tu bien vu par les pairs? Pas tout le temps. Hein? Ça veut dire? Bien, ça veut dire que... On avait... Vous n'avez pas le droit de faire ça, ce job-là, nous autres? Pas nécessairement pas le droit, mais un peu de scepticisme. Comment va-t-elle faire? Saura-t-elle faire? Nous mettra-t-elle dans le pétrin? Ça, cette question-là, là, elle vous est arrivée toute votre vie? Puis elle n'a pas fini, hein? Non? Non. Qu'est-ce qu'on fait après ça? Ah oui, on va y arriver. Ce que vous faites présentement, BDC. À chaque fois, la fois, par exemple, où j'ai senti le plus de scepticisme et que je me suis sentie en position de déficit de crédibilité. Pas d'avoir perdu ma crédibilité, mais en déficit. Tu es devant un échantillonnage de personnes pour qui ta crédibilité est à faire et à prouver. Et c'est quand je suis arrivée à la financière Sun Life. C'est sûr. Là, les employés, tous très fiers. Honnêtement, Sun Life, là, c'était pas des amis. Hein. Au Québec, l'image de la Sun Life qui a sacré son camp à Toronto, on s'entend, là, c'était pas des amis du Québécois, ça, là. Non, je sais bien, mais j'arrive, là, en 2010. En finance. En finance. J'ai pas étudié en finance, j'avais pas d'expérience en finance, et j'arrive, et je me souviendrai toujours, le président global est à Montréal, convoque les gestionnaires.
on est dans la salle, je suis assise à la première rangée, et là, je suis encore connue à l'époque comme la madame de la Chambre de commerce. La Chambre de commerce. Et puis là, les employés commencent à rentrer dans la salle, me voient, puis ils doivent se dire... Viens nous faire une causerie sur la Chambre de commerce de Montréal et l'importance de la Sun Life à Montréal. Ou sur l'ambition féminine. Ou... Bon. N'importe quoi. Alors, le président va devant les employés et dit « J'ai 2 bonnes nouvelles pour vous. Premièrement, on a décidé... Le marché québécois est trop important pour nous et on a décidé de créer un poste de présidente pour Financière Sun Life Québec. Et notre deuxième bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que je vous présente la première présidente de Sun Life Québec, Isabelle Hudon. » Moi, je me lève avec la confiance... Bien sûr d'elle. Bien sûr d'elle. Je vais revenir sur le syndrome de l'imposteur, mais ce petit singe a rarement eu le droit de se poser sur mes épaules. Mais là, il était là. Non, il n'était pas là. Il était pas là. Alors, je me tourne devant mes nouveaux collègues. Il y a peut-être 150 personnes dans la salle. Et là, je vois les étoiles dans leurs yeux, pas parce que c'est moi, mais de fierté de voir que Financière Sun Life accorde cette importance-là au marché québécois. Et je commence à leur parler, et là, je commence à avoir des petites têtes qui se penchent comme... Comme moi, là. Oui, comme genre, qu'est-ce qu'elle connaît de notre secteur? Aura-t-elle la patience de ces gros bateaux qui tournent lentement? Et là, c'était la première fois que j'avais ce sentiment-là. Mais... Puis là, tu peux partir en courant ou tu peux dire... On va t'avoir. Comme les oitiers disent, « I'll prove you wrong ». Mais je pense que c'est arrivé à quelques fois, on se l'est dit. Quand vous étiez à la Chambre de commerce, où vous y avez travaillé quelques années, vous êtes rentré dans le bureau, tu dis, écoute-moi bien, là. Je la veux, la job. Je la veux, là. Je suis capable de la faire. Vous me connaissez. Ça fait 3 ans que vous me voyez aller. C'est pas vrai que vous allez aller afficher à l'extérieur, sinon moi, je m'en vais. C'est fait pour moi, c'est taillé pour moi. Ce front de bœuf-là, c'est qui, ça? C'est le père, c'est la mère, c'est la vie? C'est la vie. Ben, mon père, ma mère... Moi, je dis que Colombe, Coco, ma mère, m'a donné les valeurs, m'a enseigné les valeurs fondamentales pour être une personne agréable à fréquenter. J'espère que je suis une personne agréable à fréquenter. Je sais pas, je vous connais pas. Mon père m'a donné la fougue, l'amour de la chose du défi. Je dis toujours que Jean-Guy m'a donné un très grand carré de sable dans lequel manœuvrer. Donc, je pense que c'est un cocktail magique de ce que mes parents m'ont donné, mais aussi comment je me suis forgée. Il y a rien que je dois à personne. Est-ce qu'on se forge en se cassant les dents? Est-ce qu'on se forge en ayant des échecs? Est-ce qu'on se forge parce qu'on est marginal, parce qu'on est seul avec soi-même très souvent? Parce que le pouvoir, l'avancement, ça isole. Mais en même temps, on dirait qu'il faut s'ouvrir pour amener des gens dans la vague où on veut aller. Bien, je pense que jeune, je me suis forgée parce que j'étais seule. On est toujours seul, hein? Moi, je dis toujours à tout le monde, on est bien seul pour s'occuper de soi-même. Parce que quand on commence à faire l'équation que tout le monde nous doit quelque chose, on est continuellement déçu et frustré. Fait que partons, on s'attend à rien. On s'attend à rien. Tout ce qu'on reçoit, c'est une belle surprise. Beaucoup mieux que s'attendre à tout puis toujours être déçu de rien recevoir. Mais le succès ne nous appartient pas en solitaire, cependant. Pas du tout. Il n'y a rien qu'on peut faire de grand, de beau, seul. Ça se peut-tu que j'ai un peu saisi votre recette? Tu dis, moi, j'ai pas la formation, j'ai pas la connaissance fine du secteur financier, prenons celui-là, par exemple. C'est vrai pour la politique internationale et les ambassades. Mais je vais faire la job à Sun Life de rétablissement de la crédibilité, puis fournissez-moi du monde qui connaisse la finance, puis on va travailler fort. Équation trop facile. Qu'est-ce qu'on fait? Tout le monde pense ça. Bien, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Moi, la phrase « fake it until you make it », j'y crois pas. Je dis plutôt
learn it. Fake it until you learn it. Puis j'aime pas encore le mot fake it, là, mais l'important, c'est de savoir ce qu'on sait et de savoir ce qu'on ne sait pas. Je reviens à votre point, c'est important. Le premier mentor qui m'a donné son premier conseil a été, Isabelle, entoure-toi de personnes plus fortes que toi, qui en savent plus que toi. Au quotidien, c'est extrêmement difficile de gérer, plus exigeant, pas difficile, mais plus exigeant. Mais tu vas voir les résultats que vous allez livrer ensemble. Maximise votre présence. Exactement. Cela... Et j'allais dire, pas votre autorité, mais votre influence. Ils vont suivre. Puis performance. Puis... Mais c'est pas vrai que tu peux seulement et toujours compter sur les autres. Il faut que tu apprennes. Donc, je vous donne l'exemple chez Sun Life, quand j'ai senti ce déficit de crédibilité, je me suis dit, je vais aller apprendre et ils vont comprendre que je suis assez curieuse pour m'intéresser, apprendre et comprendre. Et là, je me suis trouvé des profs en privé qui m'ont enseigné sur... les notions de base de l'économie, de la finance. Des régimes de retraite, des produits d'assurance. Et au fur et à mesure, j'ai bâti ma crédibilité dans ce réseau-là, mais en bûchant, là, c'est pas gratuit, ça. C'est pas juste le titre, c'est pas une parade. Faut que tu livres. Mon dernier rôle à la financière Sun Life, avant de prendre mon rôle d'ambassadrice, j'avais 3 milliards de ventes à livrer par année. C'est quand même pas rien, là. D'une entreprise qui avait perdu un peu ses racines ici. Ben oui. Alors, donc, il faut être habité de nombreuses curiosités. Il faut savoir ce qu'on ne sait pas. Il faut savoir ce qu'on doit apprendre, développer comme aptitude et habileté. Quel âge aviez-vous à votre premier mariage? Je me suis jamais mariée. À votre première relation? Quand vous êtes allé à l'INSEAD sans y aller parce que c'est votre conjoint qui y était? Donc, fin de la vingtaine avec Paul, mais c'était pas ma première relation, Paul, mais... Oh, ben, je sais pas, moi, avant ça m'intéresse non, mais pas. mon premier chum, je sais pas, moi, j'avais peut-être 16 ans. OK. Mais donc, vous partez avec votre conjoint, il s'en va étudier à l'INSEAD. À l'INSEAD. Donc, nous, on est à Fontainebleau. Oui, nous, on est Paul. Donc, vous parlez de Paul, qui est le père de mon fils, Arnaud. Qui a 27 ans aujourd'hui. Qui va avoir 26 ans la semaine prochaine. Il me semblait qu'il avait 27. Je me suis trompé. Je vous ai fait accoucher avant le temps. 26 ans, Arnaud. Alors, Paul était, à l'époque, l'adjoint exécutif de Brian Mulroney. Et quand Brian Mulroney a quitté la politique début des années 90, Paul avait un rêve. Paul est franco-manitobain, donc a grandi près de Winnipeg, dans un milieu francophone. Il a toujours eu le rêve de faire son MBA à l'INSEAD, à Fontainebleau, qui est un... Dire aux gens que c'est une école internationale qui forme des gens en business, en affaires, mais que c'est une école dont la réputation fait en sorte qu'on réseaute de façon extraordinaire à travers le monde. Incroyable. Et qu'on fait partie d'une élite de gestionnaires. Oui. Et c'est une école, c'est un modèle de MBA très similaire à Harvard, mais qui se donne sur 10 mois au lieu de 24 mois. Donc, on est partis, Paul et moi. Paul a fait l'INSEAD académique et moi, je dis que j'ai fait l'INSEAD social. Bien, ça, c'est ça que je trouvais intéressant. Vous n'avez pas été fouillé dans les livres, mais vous avez fouillé dans les gens. Oui. J'ai encore ce réseau-là. Bien, c'est ça, là. Mais là, il y a là une intelligence instinctive de voir l'importance des choses, non pas de façon uniquement livresque, mais de voir que la vie, c'est les gens que l'on connaît et pas seulement ce que l'on sait. Exactement. C'est ça que vous avez compris, vous. C'est ça que j'ai compris. Et vite. Mais quand je l'ai compris, ça a été un dur constat, par contre, cette année-là en France, parce que j'ai été exposée et j'étais entourée de go-getters, là. C'est-à-dire ceux et celles qui étaient sur les bancs d'école. Qui sont les leaders d'aujourd'hui. Qui sont les leaders d'aujourd'hui. Et je me souviens, à un moment donné, de les avoir regardés, puis j'écoutais Paul sur des séances de négociation qu'il faisait au téléphone. Enfin, il y avait des exercices pratiques. Et là, j'ai un peu piqué du nez. Parce que je me suis dit, pourquoi eux et pas moi? Ben,
Vous avez pris l'autre chemin, vous avez pris la sortie juste avant. Oui. J'étais sur la même autoroute, mais j'ai pris... Vous avez pris la sortie bien avant. Et là, j'ai un peu piqué du nez et je me suis ressaisie puis je me suis dit, si c'est possible pour eux, c'est possible pour moi à ma façon. OK. Vous avez pris la bretelle d'accès. Oui, c'est ça. Je suis revenue sur l'autoroute, mais c'est là où vraiment j'ai été piquée par de grandes ambitions. Et c'est là où j'ai compris que l'impossible était possible si on voulait. Et tout juste avant ces 10 mois-là à Fontainebleau, vous avez touché aussi au pouvoir politique dans l'environnement de Mulroney et du Parti conservateur, qui a remporté les plus grandes victoires électorales au Canada dans l'histoire. Donc, c'est un kick, ça? Oui. Oui, c'est un kick, surtout dans la vingtaine, Ben de travailler en politique. Et j'ai trop vu de mes amis et de mes collègues en politique qui n'ont jamais été capables de se ressaisir parce que... Ah ben parce qu'ils étaient peut-être arrivés. Ils étaient à l'ultime. Alors, quand ils se sont battus, qu'est-ce qui me reste? Oui, c'est ça. Mais en même temps, il y en a qui sont moins habiles à gérer le pouvoir. Et c'est pas fait pour tout le monde. Et quand tu n'es pas habile à gérer le pouvoir, tu en abuses du pouvoir. Ça vous arrive pas, ça? Non. Quand j'ai trop d'exemples. Moi, je ne sais pas si vous allez me poser cette question-là, fait que je me la pose. Posez-vous-la donc. Je vais vous écouter répondre. Souvent, on me pose la question, qui tu admires? C'est qui ton modèle? À chaque fois, là, ça fait 20 ans, mettons, que je suis pas capable d'y répondre. Je suis là, mais donc, c'est-tu prétentieux de ma part? J'en ai pas. Mais j'ai tellement réfléchi à cette question-là que ma réponse, c'est que... Puis là, il faut que je fasse attention. J'analyse... C'est plus la petite fille de 16 ans qui répond, là. Il faut qu'elle fasse attention à ce qu'elle va dire. Non, mais c'est parce que j'allais dire, je m'inspire des modèles, des pas bons modèles. C'est-à-dire que j'apprends de ceux et celles qui font pas si bien les choses en me rappelant que le piège peut être pour moi puis qu'il faut que j'évite ces mauvais comportements. Donc, on n'a pas d'idole, on n'a pas de maître, on n'a pas de modèle. J'ai jamais eu de poster sur mes murs jeunes. Même pas d'un rocker? Non. OK. Vous avez parlé tantôt, et c'était la première fois depuis l'entrevue que vos yeux partaient un peu d'Arnaud. Arnaud. 26 ans. Là, j'embarque dans quelque chose de chaud, là. La conciliation travail-famille, c'est important. Tous les politiciens mettent des politiques en place pour être des facilitateurs. Vous dites, moi, là, achalez-moi pas avec ça me brûle. Ça m'agresse comme sujet parce que c'est vrai que c'est une réalité. Puis ce que je dis, c'est qu'on devrait avoir un objectif de vie, d'avoir eu une vie équilibrée. Moi, je me souhaite sincèrement, là, quand je vais me bercer, je vais être encore bien fatigante, mais toute vivante. OK, vous allez faire votre comptabilité à la fin de vos jours, vous, là, parce qu'à date, c'est pas l'équilibre, à mon point de vue. Non, c'est ça. Moi, je vais le faire. ça de même, là. Moi, je vais le faire à la fin. Parce que, puis surtout, je dis toujours aux filles, mettons, entre 30 et 45 ans, oublie ça, l'équilibre. Oublie ça. Ben oui, mais c'est en 30 et 45 ans que l'horloge biologique fonctionne. Puis là, on veut des enfants, 30 ans, je veux dire. Mais oui, ça me prend mais une famille, puis je veux non, mais une c'est famille. pour ça que je dis qu'entre 30 et 45 ans, c'est impossible qu'au quotidien, on obtienne l'équilibre parce que c'est là où on a des enfants, c'est là où notre carrière se développe, c'est là où on veut faire plein d'affaires. Alors, moi, je dis, particulièrement aux filles, donnez-vous l'objectif de gérer votre déséquilibre. À chaque soir, vous allez arriver à la maison, vous dites, donne. J'étais super bonne à gérer mon déséquilibre. Il y a du chaos autour de moi. C'est parfait. C'est parfait. Je vis bien que ça. C'est pas les bons biscuits qui ont été achetés par quelqu'un d'autre que mes enfants mangent, mais so be it. Versus se culpabiliser de ne pas être dans le modèle de perfection, de faire tes biscuits. Oui, mais tout le monde est là présentement, là.
faut que ça soit parfait, il faut pas qu'il y ait de ci, mange pas de ça, pas de réglisse, fais attention à ci, il faut pas... Puis on est dans une rectitude de vie. Bon, moi, j'y ai jamais adhéré. Il y a une rectitude politique qui existe dans le propos, dans la façon de parler des choses, de dire ce qu'on peut pas dire. Et là, il y a une façon où on empêche de vivre ce qui pourrait arriver facilement. Quand je dis ça, moi, dans les conférences, là, je dis toujours que quand Arnaud allait à l'école primaire, je disais, Arnaud, quand le professeur va te donner le petit billet là, avec les petites lignes pointillées, habituellement, c'est le nom de la mère puis le numéro de téléphone pour aller aux pommes, puis aux zoo, puis à la piscine. Tu iras pas. Ben, pour aller pas, parce que moi, j'aime pas ça. J'irai pas aux pommes. J'irai pas. Là, quand je dis ça... Ouais, mauvaise mère. C'est caricatural. C'est un peu caricatural, mais vous le demanderiez à Arnaud, puis je suis jamais allée aux pommes, tu sais, avec Arnaud. Ben, dans Avez-vous été aux réunions de parents? Rarement. Mais... Pardon? J'ai pas compris si c'est... Rarement. Alors, tout ça pour dire que je suis déjà allée aux pommes. Êtes-vous une bonne mère? Êtes-vous une bonne mère? Ben, je pense que oui. Arnaud, d'ailleurs, il y a un journaliste qui a été très intrigué il y a quelques années après une de ces conférences-là. Puis quand je fais ces conférences-là, la salle se divise en 3. Un tiers dit « Oh mon Dieu, mère ingrate ». L'autre tiers dit « Qu'est-ce qu'elle vient de dire, elle? » Puis l'autre tiers dit « Elle dit tout ce que j'ai le goût de dire. » Pas parce que je me présente comme le modèle, mais je suis un type. Et après l'une de ces conférences, il y a un journaliste qui vient à moi et me dit « Moi, je serais vraiment curieuse de parler à votre fils. » Je dis « Parlez-y. » Mais je dis, après moi, il ne voudra pas parce que lui, il déteste. Il n'est pas très confortable de marcher avec moi sur un trottoir, à l'épicerie, quand quelqu'un me reconnaît. Ça, c'est de votre faute. C'est à cause des choix que vous avez faits. Non, c'est pas de ma faute. C'est sa personnalité. Vous ne m'imposerez pas ça. Alors, le journaliste lui demande, et Arnaud dit, ben oui, je vais répondre. Là, toutes mes amies me disent, qu'est-ce qu'il va répondre? Tu sais quoi la réponse? Ben non, mais il va y poser. En fait, tout ça pour dire qu'on a fait l'entrevue ensemble. Ah oui? J'étais avec Arnaud. Et Arnaud a dit 2 choses. Parce que là, le journaliste essayait de le cuisiner. Tu sais, ta mère, elle devait pas être là. Une mère absente. Oui. Je les connais, ces gars qui posent des questions. Bien, on les connaît. Puis Arnaud, il dit, la première réponse qu'il a donnée qui m'a surprise, il m'a dit, avant qu'on puisse se comparer comme enfant, on a 12, 13, 14 ans. On vient au monde dans une maison, puis c'est ça, la vie. Bon, il dit, moi, je m'en suis rendu compte que ma mère travaillait beaucoup. J'avais peut-être 12, 13 ans, puis que ma mère était ambitieuse, puis qu'elle se réalisait à travers le travail. Il n'a pas connu d'autres choses, dans le fond. Bien, c'est ça. Puis il dit, deuxièmement, ce que ma mère m'apprend, c'est, si tu veux réussir, travaille. Parce qu'il n'y a personne d'autre qui peut le faire pour toi. Le fait d'avoir eu cette relation avec l'obligation de performance, parce qu'initialement, il n'y avait pas la diplomation qui nous porte un peu, est-ce que ça n'amène pas une méthode de travail qui est dure pour les autres? Oh, je suis exigeante. Je suis exigeante sur moi, je suis exigeante pour les gens qui m'entourent, je le reconnais, parce que je vise toujours des sommets très hauts. Non pas pour moi personnellement, mais pour les organisations que je dirige. Mais nos exigences que l'on sait être capable de relever et de mettre en place... ne sont pas nécessairement... C'est pas nécessairement égal à ce que vous avez comme intérieur et volonté. Oui, puis ça, faut... Comment on accepte ce déséquilibre-là, si vous êtes capable de vivre avec le déséquilibre, comme vous m'avez dit? Je suis... plus j'avance dans la vie, je suis de mieux en mieux ou meilleure à gérer ça. C'est-à-dire qu'il faut reconnaître quelles sont nos ambitions, notre niveau d'énergie et surtout reconnaître que... Celui des autres. Parce qu'ils vont débarquer. Puis respecter, exactement. Quand trop pousser, quand arrêter, mais également aussi reconnaître qu'il faut s'entourer de personnes qui
sont alignés également. Vous avez appris ça quand? Parce qu'il y a certainement des erreurs qu'on fait dans son cheminement de leadership. Ah oui, j'ai fait des erreurs à chaque étape de ma carrière. À chaque étape. Moi, j'ai pas peur de faire 2 pas d'avant, un pas de côté. Puis je suis aussi beaucoup à l'écoute. Et j'en parle de façon transparente. Et j'ai pas de difficulté à corriger le tir. Si c'était ça, la relation avec l'enfant, de dire « j'ai pas connu d'autre chose, donc ma mère, oui, puis elle m'a appris à foncer, etc. » Quelle est la relation avec l'homme? Les hommes? Parce qu'il y a des femmes qui ont du pouvoir, qui font peur à certains hommes. Comment vous acceptez de composer avec quelqu'un qui n'est pas, mettons, à votre niveau? On n'est pas habitué à ça. D'habitude, c'est le gars, puis il y a toujours... Bien, elle vous l'a dit, Mme Dancause, il y a toujours derrière un ambassadeur, une ambassadrice. J'y pense pas vraiment à ça, sincèrement. Mais il faut y penser, sinon, comment on fait pour éviter... Si on veut absolument vivre en couple, comment on fait pour échapper à ça? Mais non, mais on trouve la personne... faut chercher. Ben oui. Ou ça arrive pas de même? Ça arrive pas de même, mais... Ça arrive comment? Ben, je sais pas. Qu'est-ce qui est séduisant pour vous chez un homme? Qu'est-ce qui est séduisant pour un homme? Sa curiosité, son intérêt à différentes choses, la douceur, la connivence. Ça en prend pas mal, là. Je suis en train de prendre des notes, là. Mais... Je me suis pas vraiment posé cette question. Ah, l'instinct. Vous avez toujours géré par instinct. Vous le dites, d'ailleurs. Le défi, l'instinct, puis la volonté de réussir. Oui, l'instinct. À chaque fois que j'ai pas écouté mon instinct, je rentrais droit dans le mur. Ah oui, hein? Oui. Fait que votre instinct est un bon conseiller. Oui, très, très bon. Mon meilleur conseiller. Ça, c'est risky business, comme on dit en latin, hein? Oui. Parce que il faut avoir certainement une certaine base de connaissance et d'assurance de quelque chose pour dire non, instinctivement, je m'en vais là. C'est dangereux. C'est la ruine si ça marche pas. Bon, c'est un peu fataliste, là. Premièrement, moi, le mot défaite ou... Échec. Échec, je suis même pas capable de le dire. Ah, je l'ai rayé mentalement. Moi, j'ai des succès et des demi-succès. J'ai pas d'échec. Ça n'a pas marché comme vous vouliez, mais on a avancé. Oui. Puis j'apprends beaucoup plus de mes demi-succès que de mes succès parce que quand on a un gros succès, on s'arrête rarement pour comprendre la recette du succès. Quand on a un demi-succès, on égrène un peu ce qu'on aurait dû faire différemment. Alors là, vous êtes devant un prochain succès, c'est la BDC. Oui, la BDC. Mais là, tu sais, c'est une job politique pour être nommée ambassadrice en France. Vous avez été nommée politiquement. Oui. Vous êtes rappelé par ce même gouvernement. Mm-hmm. Puis là, il vous nomme à BDC. On n'a pas de monde en politique, mais c'est le fun d'avoir des amis qui considèrent qu'on ne fait pas pire la job. Bien, moi, je pense que c'est pas des amis, c'est des gens qui cherchent un certain type de leader, puis je réponds à ce type de leadership. La BDC, personne ne connaît ça. Peu de gens. Oui, la Banque de développement des entrepreneurs. C'est la Banque de développement du Canada. Mais c'est essentiellement une banque pour les entrepreneurs. C'est pas une banque où on fait des dépôts. Non, mais c'est une banque où on fait des prêts. Est-ce que c'est le bras financier du Canada? Un des bras financiers pour l'écosystème des PME. Il y a 3 choses qu'on fait à la BDC. On fait des prêts à des entreprises. Ouais. On fait de l'accompagnement à travers du service conseil pour les entrepreneurs. OK. Vous êtes un peu, une équipe de consultants pour ces gens-là. Et on fait du capital de risque. Donc, on investit... Des start-up. Exactement. Dans des fonds
et dans des entreprises. Qu'est-ce que vous allez changer là-dedans? Bien, moi, ce qui m'interpelle dans le rôle de la BDC à ce moment-ci, c'est le rôle encore plus stratégique qu'une organisation comme la BDC, capitalisée pas capitalisée, mais avec des actifs de près de 40 milliards maintenant. La banque a 75 ans. Le rôle stratégique que la BDC peut et doit jouer à la sortie de la pandémie. Bien, ça, c'est ce qui m'interpelle. Il y a eu un comité de relance économique ou de sortie. C'est Mme Leroux, je pense, qui a dirigé ça à travers le Canada, un comité pan-canadien là-dessus. Donc, le plan est un peu fait ou en tout cas, les analyses des points chauds ou des points stratégiques sont déjà identifiés. Ce modèle-là, cet outil-là pourrait vous servir, vous, à dire on s'en va là, on s'en va là. Est-ce qu'il y a une commande gouvernementale précise? On va où l'opportunité se présente? Et... Moi, je n'ai pas de commande, mais je nous ai développé à l'équipe et à moi, dès mon arrivée et même avant mon arrivée, l'ambition qu'on puisse réfléchir à ce que sera notre rôle et surtout ce que sera notre impact dans l'écosystème des PME et pour le Canada. La sortie de pandémie, c'est important. Dans les 5 à 10 prochaines années. Dans son autonomie, dans son autosuffisance, dans sa chaîne d'approvisionnement. De rebondir plus fort comme pays. Alors, moi, j'ai dit à l'équipe, on va réfléchir à ce que sera la définition de l'impact qu'on va avoir pour notre pays. Très souvent, et jusqu'à maintenant, l'impact de la BDC est calculé à juste titre, mais trop uniquement sur les résultats financiers. Et croyez-moi, on a de solides résultats financiers, ce qui nous permet de vouloir faire mieux et plus. Ouais. Et par exemple, est-ce que l'impact de la BDC devrait aussi tenir compte de l'impact qu'on a sur la croissance du PIB, du nombre d'emplois qu'on crée au Canada, ou que plutôt les entrepreneurs créent, et voir le rôle que la BDC peut avoir pour faire qu'une petite devienne une moyenne entreprise. Qu'une moyenne devienne une grande. Et que ces entreprises-là demeurent également canadiennes. Là, j'ai une question bien sérieuse, puis il ne faut pas que la réponse soit « oui, ça va bien ». Là. Où sommes-nous, le Canada, présentement? Est-ce qu'on a une grosse marche à monter? On a déjà monté une importante marche. On est le pays du G7 avec le plus haut taux de vaccination. Non, mais quand même... En vaccination, oui. En vaccination. Non, mais je parle de business, là. Business, on est assez bien, je vous dirais, parmi les pays. Il reste de l'ouvrage parce qu'il y a des vents de face qui s'en viennent. Ah oui? Oui. On les a pas tous eus, là? Non. Non, parce que... La Chine, là? Quand les programmes gouvernementaux vont totalement s'arrêter... Oui, non, je comprends. Il va y avoir un... Oui. 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 Avez-vous fait avec la BDC puis votre personnel ce que vous avez fait en arrivant à Paris, où vous avez tous rencontré, ce qui ne se fait pas dans la noblesse et la hiérarchie, la bourgeoisie française? J'ai fait ça chez Sun Life, 3000 employés. Je l'ai fait 200 employés à l'ambassade et j'ai amorcé il y a quelques semaines les mêmes rencontres. Les rencontres? BDC. Ouais. 2, 3 à la fois, puis on jase. Puis on jase, puis chacune des conversations... C'est quoi votre problème, puis c'est quoi? Oui, mais c'est plutôt des conversations. Il y a certaines conversations qui sont très personnelles. Il y a d'autres conversations qui sont très professionnelles. Il y a d'autres conversations qui sont plus courtes que d'autres, parce qu'il y en a qui sont un peu mal à l'aise aussi. Là. Ben oui. Timide. Mais à l'ambassade, ça, c'était un triste constat. Moi, je ne crois pas que proximité rime avec manque de respect. Dans la diplomatie, la distance rime avec respect. Là, j'ai dit à mes collègues, ben voyons donc. Premièrement, on est 200. J'ai une curiosité à comprendre ce que vous faites, qui vous êtes, parce que dans une ambassade, il y a des employés locaux, puis il y a des diplomates canadiens, il y a un mix d'individus.
Mais 95 des employés, non, m'ont dit, Madame l'ambassadrice, c'est la première fois qu'on voit le bureau. On est 200, là. Ils n'ont pas vu le bureau. Non. On est 200. C'est difficile de s'en aller tous dans le même sens, hein? Quand tu ne sais même pas où sont les toilettes. Quand la pandémie a frappé, puis des moments durs nous arrivent, comme la pandémie, il n'y a rien de mieux que de connaître son monde puis que son monde nous connaisse. Parce que on peut aller au front, côte à côte, puis il y a moi, la proximité est importante pour moi. Il y a une proximité que vous tentez de mettre en place, et c'est une mission même, je pense, que vous vous êtes donnée avec un groupe de femmes. Comment ça s'appelle? L'effet A. L'effet A pour? Oui, A pour ambition. Je ne suis pas de celles qui croient que les femmes sont moins ambitieuses que les hommes, mais je crois, par contre, que les femmes manquent de confiance et que ce gap de confiance par rapport à la confiance des hommes nous joue des tours. Il n'y a pas de cours pour ça. Qu'est-ce que vous faites? C'est une expérience 100 jours consécutifs. C'est quoi l'expérience? Où on parle de... Je suis un homme, hein, fait que je ne pourrais pas y aller. Fait que je voudrais savoir ce que c'est. Alors, on parle beaucoup de... Premièrement, c'est une expérience en ligne. On aborde... On divise en 3 le 100 jours. Le premier 30 jours, on parle de confiance. Le deuxième moment, on parle de négociation et de prise de risque. Et le troisième moment, on parle de réseau et d'influence. On a basé ce programme-là sur mon expérience, sur l'expérience de d'autres femmes leaders et surtout sur l'expérience de regarder autour de moi puis de me dire, premièrement, il y a trop de filles qui s'auto-censurent puis qui s'empêchent puis qui se disent « Non, je suis pas prête, je suis pas assez bonne, ils vont pas m'aimer. » Tout ce vœu de la perfection, moi, je dis toujours aux filles, visez donc l'excellence et non pas la perfection. Premièrement, tu as un état d'esprit beaucoup plus agréable quand tu vises l'excellence que la perfection, parce que quand tu vises la perfection, tu tournes en rond. Puis tu t'enfarges avec toi-même. Tu t'enfarges. Alors, c'est assez spectaculaire, là. L'effet A, moi, quand j'ai lancé ça, je pensais pas qu'on allait lancer un mouvement aussi... Ça marche? Ça marche. Il y a 5000 diplômés. Ça fait 7 ans. On est maintenant au Canada, en français, en anglais. On est en France, on est en Suisse. C'est beau. Mais ça ressort-tu? Il y en a-tu une qui dit, ben moi, j'ai fait les faits? À tous les jours. Ah oui? À tous les jours. C'est le fun, ça. Il y a une ou plusieurs filles qui me disent, Isabelle, moi, je suis diplômée de l'EFEA. C'est-tu drôle comment la vie est faite, hein? Vous avez jamais voulu avoir de modèle, puis vous êtes en train de vous installer comme en étant un. Non. Moi, je leur dis, moi, je suis un modèle parmi tant d'autres. Il y a plein d'autres modèles. Ce qu'il faut éviter, c'est que les gens veulent devenir Isabelle. Pas ça, là. Je veux juste vous dire, quand je parle aux filles, je leur dis, je veux juste vous dire que c'est faisable. Quand tu décides, là, de faire quelque chose, c'est faisable. Ça prend de l'effort, ça prend de l'énergie, ça prend de la conviction, ça prend la capacité de faire le deuil que tu peux pas plaire à tout le monde. Ça, moi, ça fait longtemps que j'ai fait ce deuil. Oui, ça fait vraiment. La seule chose que je fais, c'est que je m'assure que j'ai plus de personnes qui m'apprécient dans la colonne que de monde qui m'aime moins, tu sais, parce que... Puis après. Hein? Puis après. Non, mais c'est parce que quand tu as plus de monde dans la colonne qui t'aime pas, c'est pas toujours agréable. Tu sais. Tu rentres dans la glace un petit peu. Oui, un peu. Puis en même temps, quand je dis ça, là, c'est pas que je suis détachée du fait... C'est pas que je veux créer de la haine, là. Non, je comprends. Moi, personnellement, j'apprécie pas toutes les personnes que je rencontre. Pourquoi je devrais me mettre la pression de plaire à tout le monde? Bonne question. On va rester avec celle-là. Parfait. Merci beaucoup. Merci.